Un crime jette l'ombre sur Finchley Pavillon, des secrets qui attendent d'être dévoilés. Bienvenue à Détective Éternels. Je suis votre hôte, Louis. Dites-moi d'où vous nous écoutez. J'adore vos histoires. Commençons. Le pavillon Finchley, un élégant bâtiment géorgien situé à l'orée de la place du village, était illuminé en ce soir d'automne. La fête caritative annuelle était toujours le point culminant de la saison, attirant villageois, noblesse et curieux des paroisses voisines. Ses fenêtres brillaient chaleureusement dans l'air vif d'octobre, et les accords subtils d'un quatuor à cordes s'échappaient à l'ouverture des lourdes portes. À l'intérieur, les rires se mêlaient au tintement des tasses et au bruissement des robes. Le comité s'était surpassé avec des lots de tombola, des paniers garnis, une horloge dorée et même un bon de vacances. Au cœur de l'assemblée, Miss Jane Marple était assise, satisfaite, son tricot sur les genoux, observant tout de ses doux yeux bleus. Elle était là, ostensiblement, pour soutenir la cause. En réalité, elle observait chaque détail, comme à son habitude. Son regard s'attardait sur les petits drames qui se déroulaient quand les gens se croyaient inaperçus. Madame Cartwright, l'épouse du docteur, évitait le regard de son mari chaque fois qu'il parlait à mademoiselle Lydia Fairfax, la soprano nouvellement arrivée qui avait charmé la moitié du comté. Le colonel Redmayne, retraité et florissant, buvait trop de xérès et son rire tonitruant s'amplifiait à mesure que la soirée avançait. La nièce du vicaire murmurait avec sérieux à un jeune homme en uniforme, jetant des regards autour d'elle avec une nervosité qui trahissait plus qu'un simple flirt innocent. Tout cela était bien ordinaire pour une fête, se dit Miss Marple, même si elle ne négligeait jamais ces moments. La vie dans les villages et les petites villes regorgeait d'indices pour peu qu'on sache les voir, et elle y parvint. La tombola a attiré le plus de monde. Lorsque l'horloge dorée a été annoncée comme prochain prix, un murmure d'impatience a parcouru la salle. Le billet gagnant appartenait à Madame Cartwright, qui l'a accepté avec un sourire en coin. « J'en ai toujours rêvé pour la cheminée, » dit-elle. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. Elle remarqua la mâchoire serrée du docteur Cartwright et le regard fugace qu'il lança à Lydia Fairfax. Cela aussi méritait d'être conservé. La soirée aurait pu se dérouler comme une agréable soirée, quoique légèrement bavarde, sans le brouhaha qui régnait peu après 9 heures. Un cri interrompt la musique. Les invités se précipitèrent vers le couloir du fond, où se trouvaient les vestiaires et les armoires à manteaux. Miss Marple, se déplaçant avec une rapidité surprenante pour son âge, les suivit. Là, affalée contre les boiseries, gisait Lydia Fairfax, sa robe du soir déchirée à l'épaule, son bras pâle tendu, comme pour appeler à l'aide. Ses yeux étaient écarquillés, aveugles. Un bleu sombre marquait sa tempe. Le quatuor à cordes se tut. Un murmure d'horreur parcourt l'assemblée. Quelqu'un cria « Qu'on appelle le docteur !» Mais le docteur Cartwright resta figé, le visage blême, les yeux fixés sur le chanteur sans vie. Miss Marple pinça les lèvres, ses aiguilles dans les mains. La mort était arrivée à Finchley Pavilion, et d'après sa longue expérience, de telles morts étaient rarement des accidents. Et tandis qu'elle jetait un coup d'œil à la foule de visages anxieux autour d'elle, elle savait une chose avec certitude. Quelqu'un dans cette même pièce avait une raison de faire taire Lydia Fairfax pour toujours. La fête, autrefois si pleine de rire, était devenue le théâtre de meurtres. L'atmosphère du pavillon Finchley changea comme si un courant d'air avait soufflé et éteint toutes les lampes. Les gens se serraient les uns contre les autres, chuchotant d'une voix aiguë et anxieuse, leur gaieté passée complètement oubliée. La musique avait cessé, la tombola abandonnée, et le joyeux brouhaha des conversations avait laissé place à un silence tendu. La silhouette inerte de Lydia Fairfax, au bout du couloir, était comme une ombre noire projetée sur toute la fête. Miss Marple, bien que repoussée par le tourbillon de corps, gardait son calme.
Elle avait appris depuis longtemps que la panique permettait aux gens de révéler leur véritable identité. Ce sont les réactions, et non le silence, qui révélaient les secrets. « Oh ciel! Elle est morte, n'est-ce pas? » s'exclama Madame Cartwright, serrant sa nouvelle pendule dorée contre elle, comme si elle pouvait la rattacher à la réalité. Sa voix tremblait, mais son regard se posa nerveusement sur son mari, qui se tenait raide sur le seuil, réticent, incapable de s'agenouiller à côté de Lydia. Le docteur Cartwright se réveilla enfin, son sens du devoir professionnel surmontant la stupeur. Il s'accroupit, vérifie son pouls et se relève en secouant la tête d'un air sombre. « Il n'y a rien à faire, » dit-il doucement. « Elle est partie. » Un frisson d'horreur parcourut la foule rassemblée. Plusieurs dames halètent et le colonel Redmayne murmure un juron. Une jeune servante s'enfuit dans le hall principal en sanglotant et le vicaire murmura précipitamment une prière. Ce fut M. Henry Chalmers, le secrétaire du pavillon, qui prit les choses en main. Sa silhouette nerveuse sembla se redresser, déterminée. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix qui couvrait les murmures, nous devons rester calmes. Je vais immédiatement téléphoner à l'inspecteur Cray. En attendant l'arrivée de la police, je demande à chacun de rester ici. Cela, bien sûr, n'a guère contribué à endiguer les spéculations sous-jacentes. Les murmures ont commencé presque aussitôt, aigus et insistants. « Tu penses qu'elle a glissé? N'importe quoi. Tu n'as pas vu le bleu? Quelqu'un l'a frappée. J'ai toujours dit qu'elle était trop audacieuse. Elle avait des ennemis, tu sais. Elle parlait en privé avec le médecin plus tôt. Et regardez-le, il n'est plus aussi brillant qu'un fantôme. » Miss Marple ne contribua pas à la vague de murmures. Au contraire, elle s'appuya légèrement sur sa canne, l'air serein. Elle remarqua l'excitation rougeoyante sur le visage de Madame Cartwright, la respiration haletante du colonel et la façon dont la jeune Emily Price, la nièce du vicaire, s'accrochait au bras du soldat comme si sa vie en dépendait. De telles choses pouvaient paraître insignifiantes à un œil non averti. Mais Miss Marple savait qu'elles signifiaient souvent bien plus que les plus bruyantes protestations d'innocence. Le corps est soigneusement déposé dans l'un des placards à manteaux en attendant l'arrivée de la police. Plusieurs femmes protestèrent contre cette irrégularité, mais le pavillon ne dispose d'aucun autre espace approprié. La vue de la main pâle de Lydia glissant sous un châle hâtivement apaisa même les plus vives objections. Peu à peu, les invités revinrent dans la salle principale, mais personne ne pensait plus à la musique ni à la danse. Au lieu de cela, des groupes formaient des nœuds serrés de spéculation où les théories devenaient plus folles à chaque minute qui passait. Le colonel Redmayne, le visage rouge et indigné, déclara d'une voix tonitruante que c'était sûrement l'œuvre d'un prétendant jaloux. Son opinion fut reprise avec empressement par quelques jeunes hommes qui hochèrent la tête avec une assurance exagérée. Madame Latham, l'épicière, murmurait à qui voulait l'entendre qu'elle avait vu Lydia se disputer avec Madame Cartwright il y a moins de 2 jours. Et à voix haute, ajouta-t-elle, avec la délectation de quelqu'un qui se targue d'être une source d'information. Le vicaire, tentant vainement d'imposer le calme, suggéra à chacun de prier pour l'âme de Lydia. Mais lui aussi fut bientôt pris au piège dans un petit cercle de villageois qui lui demandèrent son avis. Il secoua gravement la tête et marmonna quelque chose sur les dangers de la vanité et de l'ambition. Miss Marple était assise tranquillement au bord de la pièce, son tricot à la main. Elle ne semblait pas écouter, mais ses aiguilles bougeaient avec un rythme qui trahissait sa concentration. Elle remarqua la légère rougeur qui montait aux joues d'Emily Price à chaque fois que son nom était mentionné, et elle ne manqua pas l'expression de soulagement qui traversa le visage de Madame Cartwright lorsque les paroles du vicaire détournèrent ses soupçons. Puis vint une déclaration stridente de Madame Chalmers, l'épouse du secrétaire du pavillon. « Écoutez-moi bien, » dit-elle d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Ce n'était pas l'œuvre d'un inconnu. Personne ne s'était infiltré de l'extérieur. Celui qui l'a tué était parmi nous ce soir.
Un halètement collectif s'ensuivit, mais Miss Marple pensa que ce n'était pas tant l'incrédulité qui était à l'origine de cette déclaration que la justesse de son ton. Les regards parcoururent la salle, chacun se demandant qui parmi eux avait bien pu abattre la charmante chanteuse. La tension monta lorsque l'horloge sonna 9h30. L'inspecteur Cray allait arriver d'un instant à l'autre, apportant avec lui l'autorité sévère des fonctionnaires. En attendant, la suspicion s'épaissit comme un brouillard, s'installant lourdement dans tous les recoins du pavillon. Miss Marple, levant les yeux de ses aiguilles, observa que chaque visage exprimait une expression différente de culpabilité, de peur ou de défi. Elle rangea ses observations avec autant de soin que ses points de suture, car elle savait bien que dans de tels moments de confusion et de peur, les gens révélaient bien plus qu'ils ne le souhaitaient. Alors que le faible bruit de pas approchant résonnait à l'extérieur, la porte s'ouvrit en grinçant. L'inspecteur est arrivé. L'inspecteur Harold Gray entra dans le pavillon Finchley avec l'autorité d'un homme rappelé d'une soirée tranquille chez lui et déterminé à justifier son interruption. Grand, large d'épaules, il se tenait avec une assurance brusque. Ses lourdes bottes résonnèrent sur le parquet ciré tandis qu'il pénétrait dans le hall, son regard balayant les villageois avec une vive suspicion. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il en ôtant son chapeau et en le glissant sous son bras, « je suis l'inspecteur Cray de la police du comté. J'ai appris qu'une tragédie s'était produite. Vous m'excuserez si je ne mâche pas mes mots. L'affaire relève désormais de la justice. » Un murmure collectif parcourt la salle. Cray leva la main pour réclamer le silence. « On m'a dit que la défunte était mademoiselle Lydia Fairfax, » a-t-il poursuivi. « Jusqu'à nouvel ordre, personne ne doit quitter les lieux. Vous serez interrogés tour à tour. Je commencerai par ceux qui étaient les plus proches d'elle au moment de sa découverte. » Miss Marple le regardait avec une expression douce. L'inspecteur Cray était un homme direct. Elle le savait. Son approche, bien qu'efficace, négligeait souvent les subtilités du comportement humain. Les subtilités étaient son domaine. Le premier à être interrogé fut le docteur Cartwright. Le médecin se tenait droit devant l'inspecteur, la mâchoire serrée, évitant du regard le lieu de repos improvisé du cadavre dans le placard à manteau. « Tu as été le premier à l'examiner ?» demanda Cray. « Oui, je suis le médecin du village. Il était clair qu'elle avait reçu un coup à la tempe. La mort a dû être instantanée. Aurait-elle pu tomber et se cogner la tête? » Le docteur Cartwright hésita. « C'est possible, mais peu probable. La blessure évoque plutôt une attaque délibérée. » Les yeux de l'inspecteur se plissèrent. « Et quand avez-vous vu mademoiselle Fairfax vivante pour la dernière fois? » Plus tôt dans la soirée, vers 20h30, nous avons échangé quelques mots près de la buvette. Miss Marple remarqua que Madame Cartwright s'agitait, mal à l'aise, tandis que son mari parlait. Elle serrait sa nouvelle pendule dorée comme si elle craignait qu'on ne la lui arrache. Le regard effrayé qu'elle lui lança n'échappa pas à Miss Marple. Puis vint le colonel Redmayne. Le vieux soldat se tenait raide comme un piquet, la poitrine bombée, mais son visage était rouge d'ivresse. « Colonel, où étiez-vous lorsque l'alerte a été donnée? » demanda Cray. « Au salon, mec, avec un verre de sherry, comme tout gentleman. J'ai entendu le cri comme les autres. Un bruit sourd et désagréable. Connaissez-vous Miss Fairfax? » Le colonel s'éclaircit la gorge. Un hochement de tête. « Elle chantait à l'un de nos dîners régimentaires, il n'y a pas longtemps. Une jolie petite créature, trop jolie pour son propre bien, à mon avis. » Cray fronça les sourcils à la remarque, mais Miss Marple la trouva plus révélatrice que l'inspectrice ne le pensait. Trop beau pour son propre bien, c'était précisément le genre de sentiment qui pouvait cacher du ressentiment, de l'envie, ou pire. L'inspecteur insista, convoquant ensuite Emily Price. La nièce du vicaire était pâle, ses mains se tordant nerveusement.
Mademoiselle Price, dit Cray en adoucissant légèrement le ton, on dit que vous avez été vue en train de parler avec Mademoiselle Fairfax plus tôt dans la soirée. Vraiment? Oui, admit Émilie d'une voix faible. Elle m'a interrogé sur les sermons de mon oncle. Elle était très gentille. Elle n'avait pas d'ennemis, j'en suis sûr. Mais son ton tremblant et le bras protecteur du soldat autour de ses épaules suggéraient plus qu'une simple nervosité. Miss Marple le voyait à la façon dont Émilie évitait de croiser le regard de l'inspecteur, comme terrifiée à l'idée d'en révéler trop. Les murmures montaient parmi les invités à chaque témoignage. Madame Latham, l'épouse de l'épicier, s'était placée dans un coin stratégique d'où elle pouvait tout entendre et le répéter ensuite à tout Finchley. Chaque mot semblait nourrir son goût du scandale. Lorsque l'inspecteur Cray retourna dans le hall, les soupçons se portaient déjà sur le docteur Cartwright. Les villageois échangèrent des regards obliques, murmurant entre eux. L'association du médecin avec Lydia, le bleu sur sa tempe, le malaise évident de sa femme, tout cela le désignait dans leurs yeux. Cray semblait enclin à acquiescer. « Docteur, dit-il sans détour, vous admettez avoir parlé seul à seul avec mademoiselle Fairfax. Vous affirmez également que la blessure n'était pas accidentelle. Vous me pardonnerez si j'examine votre position avec la plus grande attention. » Le docteur se hérissa. « Vous m'accusez, inspecteur? Je n'ai eu aucun différend avec mademoiselle Fairfax. » Sa femme émit un rire aigu et involontaire qui réduisit la pièce au silence. Elle se sentasse, couvrit aussitôt la bouche, mais il était trop tard. Le son persistait, étrange et inquiétant. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent à nouveau. Elle ne leva pas les yeux, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Les villageois auraient pu s'empresser de condamner le médecin, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Le suspect évident était rarement le véritable coupable, et ce petit rire nerveux de Madame Cartwright laissait entrevoir une vérité plus profonde que l'inspecteur n'avait pas encore perçue. Cependant, la vague de suspicion tournait rapidement, et, avant la fin de la soirée, le docteur Cartwright pourrait se retrouver au centre d'une tempête qu'il ne pourrait pas facilement surmonter. Alors que l'inspecteur s'apprêtait à appeler son prochain témoin, les portes au fond du couloir s'ouvrirent à nouveau. Un jeune agent, essoufflé, traversa précipitamment la pièce et murmura quelque chose à l'oreille de Cray. Le visage de l'inspecteur s'assombrit, ses yeux balayant une fois de plus les invités rassemblés. « Il y a quelque chose que vous devez tous savoir, » annonça-t-il d'une voix chargée d'appréhension. « Le sac à main de mademoiselle Fairfax a été retrouvé et son contenu soulève des questions très troublantes. » L'inspecteur Cray leva la main pour exiger le silence, tandis que le jeune agent lui tendait un petit sac à main en cuir, dont le fermoir était cassé et dont une bandoulière pendait comme s'il avait été arraché à la hâte. Tous les regards suivirent l'inspecteur tandis qu'il le déposait soigneusement sur une table voisine et, d'un air posé, commençait à en vider le contenu un à un. Il y avait les objets attendus, un mouchoir en dentelle avec les initiales LF, soigneusement brodé dans un coin, une petite boîte de poudre contenant un miroir fêlé et une paire de gants pâles et délicats. Mais arriva ensuite une lettre pliée, les bords froissés à force d'avoir été ouvertes et repliées. « Ceci, dit Cray d'un ton lourd, a été retrouvé abandonné dans les buissons à l'entrée arrière du pavillon. Celui qui l'a laissé là voulait le cacher, mais pas suffisamment. L'agent Pritchard l'a récupéré il y a quelques instants. » L'inspecteur déplia la lettre et la parcourut rapidement, fronçant les sourcils. Il hésita, puis lut à voix haute. « Ma chère Lydia, il faut que tu en finisses une bonne fois pour toutes. Ça ne peut pas continuer. Si ton secret était révélé, cela nous ruinerait tous les deux. Retrouve-moi ce soir au pavillon. Nous devons régler cette affaire définitivement. » Un silence s'abattit sur la pièce, ponctué seulement par une brusque inspiration de Madame Latham, qui semblait avoir reçu une nouvelle histoire à raconter à toute la paroisse. Plusieurs têtes se tournèrent aussitôt vers le docteur Cartwright, dont le visage était devenu pâle. Sa femme serrait sa pendule dorée plus fort que jamais, les jointures blanches.
Niez-vous, demanda Gray, que cette lettre vous ait été écrite, docteur? Cartwright se hérissa. Certainement, je n'ai pas écrit cette lettre. Cette main n'est pas la mienne, et je n'ai aucune raison de correspondre en privé avec mademoiselle Fairfax. Il hésita, puis ajouta d'un ton plus raide. Je n'ai aucune raison de correspondre en privé avec mademoiselle Fairfax. Sa femme émit un léger son étranglé, mi-tout, mi-roux. L'effet était glaçant. Miss Marple jeta un coup d'œil vers elle, remarquant la façon dont Madame Cartwright évitait de regarder la lettre, fixant plutôt le sol comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir tout entière. L'inspecteur plie soigneusement la lettre. « Nous en déterminerons l'auteur en temps voulu, » dit-il. Mais pour l'instant, il est clair que mademoiselle Fairfax avait l'intention de rencontrer quelqu'un ici ce soir, une rencontre qui s'est soldée par sa mort. La pièce bourdonnait à nouveau de spéculations. Le colonel Redmayne murmura que c'étaient toujours les affaires de cœur qui menaient à de tels malheurs. Madame Chalmers déclara dans un murmure avoir vu Lydia se faufiler vers l'entrée de service peu avant que le cri ne retentisse. Emily Price devint écarlate et enfouit son visage contre la manche du soldat, comme si elle craignait que l'inspecteur ne l'appelle à son tour. Malgré tout cela, Miss Marple demeurait apparemment sereine. Elle tricotait avec assurance, les yeux rivés sur ses aiguilles, mais ses pensées se tournaient vers la formulation étrange de la lettre, non pas les mots eux-mêmes, c'était l'absurdité passionnée habituelle, mais le ton. Ce n'était pas tout à fait celui d'un homme amoureux, il y avait plutôt une pointe de désespoir, celui d'une personne poussée par la peur. Et puis, il y avait le fermoir cassé du sac à main. De telles choses ne se faisaient pas toutes seules. Quelqu'un l'avait fouillé à la hâte, sans ménagement, avant de le jeter dehors. Mais pourquoi la lettre était-elle restée à l'intérieur si c'était pour la dissimuler? À moins, bien sûr, que la personne qui fouillait n'ait pas su ce qu'elle cherchait. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent brièvement sur ses aiguilles à tricoter, tandis qu'elle se remémorait une histoire de son village des années auparavant. Une femme jalouse, en fouillant le manteau de son mari, avait complètement oublié une lettre, ne s'attendant pas à ce qu'elle soit pliée dans une ordonnance médicale. On cherchait toujours en fonction de la forme de ses soupçons, et ce faisant, on passait souvent à côté du détail le plus important. L'inspecteur Cray, cependant, semblait convaincu que l'affaire était simple. Il se tourna de nouveau vers le docteur Cartwright, d'un ton sec. « Docteur, en attendant d'en savoir plus, je dois vous considérer comme une personne d'un intérêt considérable pour cette enquête. Je vous conseille de rester disponible pour toute question complémentaire. » Des hoquets de surprise s'élevèrent parmi les spectateurs. Madame Cartwright vacillait et dut être stabilisée par Madame Latham, même si son visage exprimait non pas la stupeur, mais plutôt le soulagement. Mademoiselle Marple le remarqua avec intérêt. Le soulagement était une réaction inhabituelle face à des soupçons pesant sur son mari. L'inspecteur s'apprêtait à congédier l'assemblée lorsque le jeune agent s'avança de nouveau, tenant un petit objet à la main. « Pardon, monsieur, » dit-il, mais dans la doublure du sac, il y avait ceci. Il posa sur la table une petite clé en argent, pas plus longue qu'un doigt, avec une étiquette marquée simplement du numéro 7. La foule se pencha en avant, la curiosité grandissante. Une clé était toujours évocatrice. Un tiroir verrouillé, une boîte cachée, une pièce interdite. L'inspecteur Cray fronça les sourcils, puis parcourut le pavillon du regard. « Numéro 7, murmura-t-il. Ce sera l'un des placards à manteau. » Les invités se tournèrent d'un même mouvement vers la rangée de placards au bout du couloir, le même couloir où Lydia avait été retrouvée morte. Les yeux de Miss Marple brillaient faiblement derrière ses lunettes. C'était peut-être là le premier véritable indice, une clé cachée, un placard attendant d'être déverrouillé. L'inspecteur empocha la clé. Personne ne doit quitter cette salle avant que j'aie examiné le placard numéro 7 déclaratif. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Chaque invité attendait, le souffle coupé, de découvrir les secrets qui se cachaient
derrière cette petite porte en bois. La compagnie suivit l'inspecteur Cray dans le couloir, dans un silence gêné. Leurs pas résonnent sur le parquet ciré. La rangée de placards se dressait au fond, chacun numéroté en chiffres de laiton. Le numéro 7 se dressait là, aussi banal que les autres, sa surface en bois poli par des années de manteau et de parapluie. Pourtant, ce soir, il semblait porter le poids d'une menace cachée. Cray brandit la petite clé en argent, l'étiquette scintillant sous la lumière électrique. « Nous verrons bien, » dit-il d'un ton sombre, ce que Miss Fairfax cachait. Il insère la clé dans la serrure. Pendant un instant de tension, le mécanisme résista, puis s'ouvrit avec un bruit anormalement fort dans le silence du couloir. D'une simple pression, l'inspecteur ouvrit la porte en grand. Un soupir s'éleva dans la foule. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un pardessus d'homme en laine gris foncé, du genre qu'on porte en ville par une journée fraîche. Drapé sur sa manche, un foulard en soie, délicat, féminin, et incontestablement celui de Lydia Fairfax. L'inspecteur Cray tendit la main et souleva le manteau. Quelque chose de lourd bougea dans la poche. Il en sortit un portefeuille plat en cuir. L'ouvrant, il révéla plusieurs billets de banque et, caché derrière, une carte de visite. Il la lut à haute voix. « Monsieur Stephen Arkwright, avocat, Finchley High Street. » Un émoi parcourut l'assemblée. Monsieur Arkwright était un homme respecté du village, connu pour ses manières sèches et ses costumes impeccables. Que sa carte soit cachée ici, dans le placard secret de Lydia, était vraiment surprenant. Les yeux de Madame Latham pétillèrent à la perspective d'une histoire bien plus riche qu'elle n'avait osé l'espérer. Le colonel Redmayne émit un léger sifflement, et Madame Cartwright serra plus fort son horloge, son regard oscillant nerveusement entre son mari et l'inspecteur. « Où est Monsieur Arkwright ce soir ?» demanda Cray. Au fond du groupe, une voix répondit, douce et posée. « Je suis là, inspecteur. » La foule s'écarta et M. Arkwright lui-même s'avança, grand et posé dans sa tenue de soirée. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés, son expression exprimant davantage une contrariété polie qu'une inquiétude. « Vous me pardonnerez, dit-il, mais je ne peux pas imaginer pourquoi mes biens devraient être retrouvés enfermés dans un placard avec les affaires de Miss Fairfax. C'est précisément ce que nous cherchons à découvrir, répondit froidement Cray. Il brandit le manteau. « Est-ce le tien ?» Arkwright le regarda avec un léger froncement de sourcils. « Ça l'est. Ou plutôt, ça l'était. Je l'ai égaré il y a quelques semaines. J'ai supposé qu'il avait été pris par erreur au club. Quant à l'écharpe, elle n'est certainement pas à moi. » Miss Marple, légèrement en retrait, inclina la tête. Sa voix était parfaitement neutre, ses manières parfaitement évasives. Pourtant, le calme même de sa réponse lui parut étrange. Les innocents protestent souvent avec chaleur ou indignation. Le sang-froid de M. Arkwright semblait trop mesuré, comme s'il pesait chaque mot. L'inspecteur Cray le fixa d'un regard sévère. « Et comment expliquez-vous la présence de votre carte de visite dans le portefeuille ?» Arkwright haussa légèrement les épaules. « Ma carte est distribuée à beaucoup de gens, inspecteur. Mademoiselle Fairfax m'a récemment consulté pour une question triviale concernant son bail, je crois. » Cela pourrait expliquer cela. L'explication, bien que plausible, ne satisfait pas la foule agitée. Les murmures reprirent, plus aigus les uns que les autres. Elle le rencontrait en secret. Peut-être se disputent-ils. Un avocat et un chanteur font déjà scandale. Cray les fit taire d'un ordre aboyé. « Assez. Ce n'est pas le moment de bavarder. Monsieur Arkwright, jusqu'à nouvel ordre, je vous demande de rester en observation. » Arkwright inclina la tête avec raideur, comme s'il subissait une insulte. L'inspecteur retourne au placard et l'examine de plus près. D'un coin, il sortit une petite feuille pliée. Il l'ouvrit, parcourut les lignes et fronça les sourcils. « Il s'agit d'un reçu, annonça-t-il, d'une somme de 50 livres,
daté d'il y a seulement une semaine. Le bénéficiaire n'a pas été identifié. Un murmure parcourt l'assemblée. 50 livres, ce n'était pas rien. Qui avait payé et dans quel but? Il était évident que Miss Fairfax détenait des secrets qui touchaient plus d'un foyer respecté de Finchley. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Argent, amour, fierté, telles étaient les monnaies de la folie humaine. Elle repensa au sourire de Lydia, plus tôt dans la soirée, charmant et confiant, et à l'ecchymose sur sa tempe, si délibérée, si définitive. L'inspecteur Cray referma le placard d'un claquement sec. Nous disposons de suffisamment d'éléments pour suggérer que la mort de mademoiselle Fairfax n'était pas accidentelle. Une réunion secrète, un placard caché et les effets personnels d'un avocat. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, nous sommes face à un meurtre. Ce mot fit frissonner le couloir. Les invités se regardèrent avec inquiétude, le visage crispé par la peur et la suspicion. Miss Marple reprit son tricot, le regard calme, l'esprit occupé. Une armoire pouvait cacher bien des choses, mais pas la vérité, pas éternellement. Et elle soupçonnait que l'armoire numéro 7 commençait seulement à murmurer ses secrets. À cet instant, un léger bruit de verre brisé résonna dans la salle principale. Quelqu'un cria. Tous se retournèrent, le cœur battant, face à une nouvelle perturbation. Quelque chose ou quelqu'un avait encore bougé. Le bruit du verre brisé rompit le silence du pavillon comme un coup de pistolet. L'espace d'un instant, personne ne bougea. Puis des voix alarmées s'élevèrent, des pas se précipitèrent sur le sol poli, et la foule se précipita vers la salle principale. L'inspecteur Cray avançait à grands pas, l'air tonitruant. « Restez où vous êtes », aboyait, mais personne ne l'écouta, bien sûr. La curiosité l'emporta sur l'ordre. Lorsqu'il atteignit le hall, les invités étaient déjà rassemblés autour de la table des rafraîchissements, tendant le cou pour voir. Un plateau de service s'était renversé, éparpillant tasses et soucoupes sur le sol. Une carafe de sherry avait roulé sur la plinthe et s'était brisée, son contenu ambré formant une tache sombre sur la moquette. Au centre de tout cela, pâle et tremblante, se tenait Emily Price. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait de ramasser les tasses tombées, les yeux écarquillés de détresse. Le jeune soldat à ses côtés se pencha pour l'aider, lançant un regard suspicieux à quiconque la fixait trop longtemps. « Mademoiselle Price, » dit sèchement l'inspecteur Cray, « que signifie tout cela ?» Émilie leva les yeux, les lèvres entr'ouvertes, comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle secoua la tête, s'agrippant au bras du soldat pour se soutenir. « Elle s'est évanouie, » dit fermement le jeune homme d'un ton plus défensif qu'explicatif. Le bruit la fit sursauter lorsqu'elle reprit connaissance. Miss Marple, arrivant discrètement derrière les autres, pencha la tête. Elle s'épanouissait en effet, mais elle avait vu la main d'Émilie se tendre juste avant que le plateau ne tombe, non pas par effondrement, mais par désespoir, comme pour dissimuler quelque chose. L'inspecteur plissa les yeux. « Et que faisait-elle derrière la table, s'il vous plaît » La mâchoire du soldat se serra. Elle était malade, c'est tout. Cray n'était pas convaincu. Il passe devant eux, scrutant la table. Parmi les assiettes de sandwich et les restes de bagatelles se trouvait un petit carnet en cuir, la couverture humide de sherry. Il le prit, l'ouvrit et fronça les sourcils. C'était un journal, le journal de Lydia Fairfax. Un murmure collectif parcourt la salle. Même Madame Latham resta un instant muette. Cray le brandit. Le journal intime de Mademoiselle Fairfax retrouvé là où il ne devrait pas être. Et entre les mains de qui? Une jeune femme qui s'évanouit à la simple vue de sa découverte. Émilie haleta, les larmes lui montant aux yeux. Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu dire qu'elle hésitait, incapable de continuer. Le soldat s'avança, la voix tendue. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle l'a trouvé par hasard. Elle allait le rendre. Par accident?
répéta Cray, la voix lourde de scepticisme. Il feuilleta les pages, parcourant des lignes écrites à la hâte. Rencontre, engagement, note de conversation privée. Et là, il tapota une page du doigt. Une note datant d'hier seulement. Il dit que cela doit rester secret. Mais si je ne peux pas vivre ouvertement, alors je ne vivrai pas du tout. L'inspectrice referma le journal d'un coup sec. Ces mots, mesdames et messieurs, pourraient bien être ces derniers. La salle résonna à nouveau de murmures, des voix s'élevant dans une interrogation excitée. Qui était-il? Était-ce le médecin? L'avocat? Quelqu'un d'autre? Les visages se tournèrent vers M. Arkwright, qui demeurait calme, malgré sa mâchoire crispée, et vers le docteur Cartwright, dont la respiration haletante trahissait l'agitation de sa femme. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, son regard se posant non sur les hommes, mais sur Emily Price. La détresse de la jeune fille était sincère, ses larmes sincères. Pourtant, Miss Marple crut déceler quelque chose de plus sous le poids de la panique, trop lourd à porter pour une si jeune personne. Cray glissa le journal dans son manteau. « Mademoiselle Price, vous et votre compagnon resterez ici. On vous contactera en temps voulu. » Émilie baissa la tête d'un air misérable, le bras protecteur du soldat se resserrant autour de ses épaules. L'inspecteur se tourna vers le reste de l'assemblée. « L'affaire s'aggrave de minute en minute. Nous avons la preuve que mademoiselle Fairfax était empêtrée dans des secrets, peut-être même dans des menaces. Tant que nous n'aurons pas décrypté ces faits, personne ne sera au-dessus de tout soupçon. » Miss Marple laissa son tricot reposer sur ses genoux. Elle avait vu la peur se dessiner sur le visage de Madame Cartwright lorsque le journal avait été retrouvé, la neutralité prudente de M. Arkwright, la colère défensive du jeune soldat. Chacun était un fil, attendant d'être resserré. Mais un point ressortait surtout, la curieuse manière dont Émilie avait tenté de cacher le journal, plutôt que de le présenter ouvertement. Ce geste, plus que les fanfaronnades de l'inspecteur ou les ragots des villageois, en disait long. La pièce était agitée, même si les murmures ne cessent jamais. Quelque part parmi eux, songea Miss Marple, la vérité attendait. Et lorsqu'elle éclatera, elle ne sera pas douce. Puis, tandis que les invités s'agitaient avec agitation, l'horloge du pavillon sonna 10 heures. Le carillon solennel résonna dans la salle, lourd et menaçant, comme pour marquer l'heure où le soupçon lui-même était devenu trop fort pour être contenu. Le dernier coup de son de l'horloge du pavillon sembla s'abattre avec inquiétude sur l'assemblée, ses échos persistant dans le silence qui suivit. L'inspecteur Gray, son journal intime désormais bien en sécurité dans son manteau, arpentait lentement le couloir, comme pour mesurer la distance entre chaque visage anxieux. « Chacun d'entre vous sera à nouveau interrogé, » a-t-il déclaré. « Et cette fois, j'attends la vérité. Pas des élucubrations polies. » Ces paroles avaient du poids, mais ce sont les murmures et les regards en coin des invités qui trahissaient bien plus que leurs paroles. Miss Marple, assise sereinement dans un coin, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, écoutait avec la patience attentive d'un jardinier observant la pousse des mauvaises herbes. Madame Cartwright fut la première à rompre le silence. Sa voix était d'une voix cassante. « Inspecteur, c'est assez clair. Mon mari a déjà dit que mademoiselle Fairfax avait été frappée, non pas par accident, mais volontairement. Et maintenant, une lettre et un journal intime laissent entrevoir des secrets. À qui d'autre aurait-elle pu se tourner dans ce village si ce n'est au médecin? » Un murmure d'approbation s'éleva de plusieurs côtés, bien que d'autres se tournèrent avec inquiétude vers M. Arkwright. Le visage du docteur Cartwright devient rouge cramoisi. « Ma chère, dit-il sèchement, son sang-froid finissant par se briser, vous garderez votre langue tranquille. Je ne me laisserai pas calomnier devant tout le village. » Madame Cartwright tressaillit, mais leva le menton d'un air de défi. « Tu as passé plus de temps avec elle qu'avec ta propre femme. C'est ce que le village dira, et tu le sais. » Cette remarque provoqua un grand souffle. Le colonel Redmayne émit un sifflement sourd
marmonnant quelque chose sur le fait que les femmes en savent plus qu'elles ne le laissent paraître. L'inspecteur Cray leva la main. « Assez! Ce n'est pas un lieu de querelle futile. Pourtant, je dirais ceci, Madame Cartwright, vous n'avez pas tort. La jalousie et le ressentiment mènent souvent à la violence. Monsieur Arkwright, qui jusque-là était resté calme et silencieux, prit enfin la parole. Sa voix était mesurée, mais une pointe d'irritation se lisait sous son calme. « Inspecteur, il est dangereux de laisser libre cours à la suspicion. Mon affaire est connue dans tout Finchley. Mademoiselle Fairfax m'a effectivement consulté au sujet de son bail, rien de plus. Si son journal me mentionne, c'était uniquement par nécessité professionnelle. »« Nécessité professionnelle » s'esclaffa le colonel Redmayne. « Alors, pourquoi ton manteau était-il dans ce placard avec son écharpe? Pourquoi ton portefeuille était-il là, ta carte de visite à l'intérieur? Trop soigné pour être une chance, à mon avis. » La mâchoire de l'avocat se crispa. Car à Colonel, dans ce village, on voit le scandale même là où il n'y en a pas. Je suis certain que mademoiselle Fairfax a emprunté mon manteau et oublié de me le rendre. Qu'elle ait eu ma carte n'a rien d'extraordinaire. Mais si vous voulez m'accuser de manigance plus obscure, je vous suggère de le faire ouvertement. La tension montait à chaque mot. Madame Latham, qui s'était nourrie avec avidité de chaque révélation, intervint avec une audace soudaine. « Eh bien, j'ai vu mademoiselle Fairfax se disputer non seulement avec madame Cartwright, mais aussi avec la jeune Emily Price la semaine dernière. Quelque chose à propos d'un chant à la répétition de la chorale, à ce qu'il disait. Mais c'était plus que ça, à mon avis. » Emily laissa échapper un cri étranglé. « C'est faux! Elle a été gentille avec moi et m'a dit qu'elle m'aiderait à chanter les solos. » Elle n'avait aucune intention de mal. Sa voix se brisa, des larmes coulèrent sur ses joues. Le soldat à ses côtés se hérissa. « Ces ragots sont honteux. Laissez-la tranquille. » Mais le mal était fait. Les soupçons s'étaient déplacés, ne serait-ce que brièvement, et les murmures dans le couloir se tournèrent vers la jeune fille, timide et tremblante, qui s'accrochait si désespérément à son compagnon. L'inspecteur Cray la regarda en plissant les yeux. « Mademoiselle Price, vous pourriez peut-être m'expliquer plus en détail la nature de votre dispute avec mademoiselle Fairfax. Tant que vous ne l'aurez pas fait, je ne peux écarter la possibilité que l'envie ait joué un rôle ici. » Le vicaire s'avança, le visage pâle mais résolu. « Inspecteur, vous ne devez pas parler si durement. Émilie n'est qu'une jeune fille. Toute dispute qu'elle a eue avec mademoiselle Fairfax était insignifiante. Vous voyez bien qu'elle est incapable d'une telle violence. » Le regard de l'inspecteur s'adoucit légèrement. « Peut-être. Mais même les petites querelles, révérend, peuvent avoir des conséquences mortelles. » Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent un bref instant. Elle remarqua qu'Émilie enfouissait à nouveau son visage trop vite, comme pour cacher non pas son chagrin, mais sa peur. La réaction de la jeune fille était sincère, certes, mais une peur réelle pouvait naître d'une connaissance plus approfondie qu'on osait l'admettre. La salle était à nouveau plongée dans un murmure inquiétant. Des clivages se dessinaient désormais clairement. Suspicion grandissante autour du médecin, ressentiment bouillonnant envers sa femme, doute envers l'avocat, murmure de jalousie envers la nièce du vicaire. Chaque théorie contredit la précédente, mais chacune contenait un fond de vérité humaine. Miss Marple reprit son tricot avec un soupir pensif. La nature humaine, songea-t-elle, était un enchevêtrement de petites vanités et de grands ressentiments, et Lydia Fairfax, avec sa beauté, son charme et ses secrets, les avait tous attisés. Mais qui parmi eux avait été suffisamment ému pour tuer? La question resta sans réponse, tandis que l'horloge du pavillon résonnait lourdement en arrière-plan. Puis l'inspecteur Cray reprit la parole, d'une voix ferme et définitive. « J'examinerai ce journal en détail ce soir. D'ici demain matin, j'espère en savoir plus sur les secrets que détenait mademoiselle Fairfax. Et lorsque ce sera le cas,
le coupable ne restera pas caché. Les invités s'agitaient, mal à l'aise, chaque visage imprégné d'effroi. Car au matin, l'un d'eux pourrait bien se retrouver exposé. Le pavillon était devenu agité, ses grands lustres projetant une lumière froide sur des visages fatigués et méfiants. La salle, autrefois remplie de musique et de rires, ressemblait désormais à une cage d'accusation murmurée et de nerfs à vif. L'inspecteur Cray avait posté son agent aux portes pour s'assurer que personne ne s'échappait, mais cela ne parvint guère à apaiser le malaise tenace qui s'insinua parmi les invités. Miss Marple, tricotant calmement près du coin de la pièce, observait tout cela avec son expression douce. Elle savait que les gens, contraints d'attendre en détention, se trahissaient de 1000 manières. Ils chuchotaient trop fort, évitaient certains regards, cherchaient des alibis avant toute accusation. Tout cela se produisait maintenant, comme les ondulations d'un étang troublé par une pierre. À 11h30, l'inspecteur Cray annonça que les dépositions reprendront dès l'aube. Pour l'instant, les invités devaient rester au pavillon et des dispositions seraient prises pour qu'ils puissent se reposer dans des pièces adjacentes. Cette déclaration souleva une protestation immédiate. Le colonel Redmayne exigea de rentrer chez lui. Madame Cartwright déclara que l'indignité d'un tel traitement était intolérable. Pourtant, personne n'osa désobéir. La fermeté de l'inspecteur et la présence silencieuse de l'agent ne laissèrent planer aucun doute. La compagnie commença à se disperser en petits groupes, murmurant avec anxiété, tandis qu'ils cherchaient des chaises, des coussins et du réconfort là où ils le pouvaient. C'est dans ce mouvement agité que la seconde perturbation survient. Un cri aigu et terrifié retentit dans le couloir menant au placard. Tout le monde se figea. Le cri retentit de nouveau, étouffé cette fois, suivi d'un bruit sourd. L'inspecteur Cray courait déjà, ses bottes martelant le parquet, l'agent le suivant de près. Les autres le suivirent précipitamment, poussés par la peur et la curiosité. Au bout du couloir, dans l'ombre où l'armoire numéro 7 avait livré ses secrets, une autre silhouette gisait, affalée sur le sol. C'était Madame Cartwright. Son horloge dorée, toujours serrée dans sa main, était brisée contre le sol. Elle n'était pas morte, même si sa respiration était haletante. Une ecchymose sombre marquait le côté de sa tête, rappelant horriblement la marque sur Lydia Fairfax. La similitude n'échappa à personne. Des murmures d'horreur s'élevèrent aussitôt, déferlant dans le couloir comme une vague. L'inspecteur Cray se pencha vivement pour l'examiner. « Vivante », dit-il d'une voix tendue. « Inconsciente, mais vivante. Elle a été frappée. » La foule se lança dans une frénésie de spéculation. « Le tueur a encore frappé !» s'écria Madame Latham, serrant son châle avec émotion. Le colonel Redmayne jura à voix basse, exigeant de savoir comment une telle chose avait pu se produire sous le nez de l'inspecteur. Miss Marple, s'approchant, observa la main de Madame Cartwright. Bien que molle, ses doigts s'accrochaient encore obstinément au reste de l'horloge dorée. Même un coup à la tête n'avait pas desserré sa prise. C'était, songea Miss Marple, vraiment curieux. On s'accrochait à ce qu'on appréciait ou craignait de perdre. L'agent se dépêcha d'aller chercher des sels odorants, tandis que 2 dames tentaient de soulever Madame Cartwright pour l'asseoir sur une chaise. L'inspecteur Cray se leva, l'air tonitruant. « Cela prouve ce que je dis depuis le début. Le meurtrier est parmi nous. Il ou elle frappe à nouveau pendant que nous montons la garde. Que personne ne me quitte des yeux tant que l'affaire n'est pas résolue. » Sa déclaration n'a fait qu'attiser la peur. Les soupçons se sont alors multipliés. Madame Cartwright était-elle la victime visée ou avait-elle découvert le secret de quelqu'un d'autre? En savait-elle plus que ce qu'elle avait révélé plus tôt et avait-elle été réduite au silence avant même de pouvoir parler? Le regard pensif de Miss Marple parcourut les visages rassemblés. Le sang-froid de M. Arkwright semblait plus fragile, son regard fixé sur la femme blessée. Emily Price, pâle comme la craie, se serrait contre sa compagne soldate,
tandis que le vicaire se tordait les mains d'agitation. Le docteur Cartwright, en revanche, affichait une expression indéchiffrable, mi-angoisse, mi-ombre. La femme inconsciente fut transportée dans une chambre plus petite pour se rétablir, gardée par le gendarme. Pourtant, l'écho de la seconde attaque persista comme un souffle glacial dans le pavillon. Les invités, déjà perturbés, sentaient maintenant le danger se rapprocher, comme si le meurtrier se déplaçait, librement parmi eux, observant et attendant. Miss Marple reprit sa place, son tricot posé sur ses genoux. Elle songea que de tels crimes suivaient souvent un schéma précis. Un acte de violence pouvait être impulsif, un second, calculé. Et calcul signifiait mobile, impérieux et impérieux. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'horloge brisée à laquelle Madame Cartwright s'était si farouchement accrochée, son cadre doré, fissuré, son verre brisé. Un bibelot, certes, mais un bibelot gagné lors d'une fête où les secrets commençaient déjà à se dévoiler. Peut-être n'était-ce pas simplement un prix, peut-être était-ce un symbole, voire un indice. Le silence s'installa dans la salle, la foule enfin submergée par la terreur. Et dans ce silence inquiétant, Miss Marple comprit que le crime de Finchley Pavilion avait atteint un stade plus sombre. Le meurtrier n'avait pas fini, et jusqu'à ce que la vérité soit révélée, chaque âme dans cette salle scintillante restait en péril. La seconde attaque avait jeté une ombre plus profonde sur le pavillon. Les invités se rassemblent en groupes anxieux, chuchotant à voix basse, tandis que l'inspecteur Cray aboyait des ordres à son agent et tentait d'imposer un semblant de contrôle. Madame Cartwright restait inconsciente dans une pièce annexe, surveillée par 2 matrones troublées, son horloge dorée brisée au-delà de toute réparation. Miss Marple était assise, comme à son habitude, silencieuse, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, mais rien ne lui échappait. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que, lorsqu'on se croit inaperçu, on en révèle plus en un regard ou une demi-phrase qu'en l'interrogeant directement. De l'autre côté du couloir, le docteur Cartwright se tenait raide, le visage pâle, mêlé d'inquiétude et de noirceur. Il n'avait presque pas parlé depuis que sa femme avait été emportée. Au lieu de cela, il fit les 100 pas, se retourna brusquement et recommença, comme si l'immobilité même le condamnait. Miss Marple se souvenait d'une voisine de St. Mary Mead dont le mari avait pris l'habitude de faire les 100 pas chaque fois que sa femme recevait le laitier plus longtemps que nécessaire. Il s'agissait alors de jalousie, vive et évidente, quoique tempérée par la fierté. Elle se demandait si les mouvements agités du médecin trahissaient un tourmenteur similaire, s'il dissimulait le soulagement d'un fardeau allégé. Le soldat, le jeune lieutenant Hayes, s'attardait auprès d'Emily Price, la main fermement posée sur son épaule. Emily s'accrochait à lui comme un enfant à son tuteur, ses yeux s'agitant nerveusement chaque fois que le regard de l'inspecteur se posait sur elle. Miss Marple observait attentivement l'expression du soldat. Sa loyauté était farouche, mais derrière elle se cachait une impatience, voire une pointe d'irritation, comme si la peur d'Emily était un poids qu'il n'avait pas prévu de porter. Dans un autre coin, M. Arkwright se tenait les bras croisés, le visage calme et le regard froid. Les villageois chuchotaient près de lui, le regardant fixement, mais il restait impassible, ne trahissant ni indignation ni malaise. Aux yeux de Mlle Marple, cette absence de réaction était suspecte. La plupart des hommes accusés à tort fulminaient d'indignation et clamaient leur innocence à tout bout de champ. Un homme silencieux, calme et détaché, avec quelque chose à cacher. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray fulminait, donnant des instructions avec sa franchise habituelle. Personne ne doit errer seul dans ces couloirs. Pritchard, gardez cette porte. Vous autres, restez là où je peux vous voir. Il s'adressait peut-être aux soldats plutôt qu'aux villageois effrayés. Miss Marple s'éclaircit délicatement la gorge. « Pardonnez-moi, inspecteur,
Mais les gens ne réagissent pas toujours bien aux ordres sévères. Ils deviennent déstabilisés, et les personnes déstabilisées font des choix insensés. » Cray la regarda en fronçant les sourcils. « Et que proposez-vous, madame? Que je les invite tous à s'asseoir avec une tasse de thé. » Ses yeux pétillent derrière ses lunettes. « Ça a déjà marché, vous savez. » Une tasse chaude à la main et le sentiment d'être entendu déliant mieux les langues que les menaces. Du moins, ce fut le cas pour le jardinier de Madame Hubbard lorsqu'il égara un collier de perles. Il a tout avoué devant un pot de Darjeeling. L'inspecteur eut un petit rire dédaigneux. « Nous ne parlons pas de jardinier et de perles, madame. Nous parlons de meurtre. » Mais Miss Marple se contenta de sourire sereinement et retourna à son tricot. Elle n'avait pas besoin de son approbation pour observer à sa manière. Et ainsi, tandis que les invités s'installaient en groupes inquiets, elle se déplaçait doucement parmi eux, s'arrêtant pour échanger un mot ici, une douce question là. Elle dit à Émilie, « Pauvre enfant, quelle épreuve terrible pour toi, après l'excitation de la fête. Ma nièce s'est un jour évanouie pendant le souper des moissons, mais c'était seulement à cause de la chaleur et d'une trop grande quantité de gâteaux aux graines. Il ne faut pas laisser ces choses-là nous perturber trop longtemps, sinon elles laissent des traces. » Émilie esquissa un pâle sourire, même si ses mains tremblaient. « J'aimerais tellement que tout cela s'arrête. Je ne sais pas pourquoi cela a dû arriver ici. Et tu avais une si belle voix dans la chorale, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « J'espère que rien ne t'empêchera de chanter à nouveau. » La jeune fille rougit, ses yeux se baissèrent rapidement, et Miss Marple remarqua que le bras du soldat se resserrait, comme pour l'empêcher d'en dire plus. Plus tard, Miss Marple se tourne vers M. Arkwright. « Quel malheur, dit-elle gentiment. Quel ennui quand ces affaires se retrouvent à des endroits inattendus. Ma cousine a un jour trouvé les boutons de manchette de son mari dans la poche du tablier de la femme de ménage, et il lui a fallu des années pour croire que ce n'était pas intentionnel. » L'avocat lui adressa un léger sourire. « En effet. Mais contrairement au mari de votre cousine, je n'ai pas grand-chose à expliquer. Ce sont les circonstances qui sont en cause, pas moi. » Bien sûr, Miss Marple acquiesça. Pourtant, elle remarqua la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement sa manche, trahissant une agitation plus grande que ses mots ne le laissaient entendre. Lorsqu'elle retourna à sa place, Miss Marple avait accumulé suffisamment d'impressions pour remplir une page de son carnet mental. Elle avait vu la jalousie, la peur, l'orgueil et la colère, toutes ces petites faiblesses humaines qui se transformaient si souvent en motifs de crime. La salle était plus calme, même si l'atmosphère était chargée de suspicion. L'inspecteur Cray rôdait tel un chien de garde, les villageois se rassemblent comme des moutons attendant le loup. Miss Marple reprit son tricot avec une détermination sereine. Elle ne doutait pas que le meurtrier était assis parmi eux, observant et attendant. Et elle savait aussi que le moindre geste, le moindre lapsus trahirait bientôt la vérité. Car, selon son expérience, la nature humaine ne pouvait être réduite au silence. Elle trouvait toujours le moyen de s'exprimer. La nuit s'étirait à l'intérieur du pavillon, la grande salle résonnant désormais de fatigue et de malaise. Les invités s'agitaient sur leurs sièges, certains chuchotant, d'autres fixant le sol d'un air sombre, espérant que le calvaire prendrait fin s'ils observaient suffisamment longtemps le motif du tapis. L'inspecteur Cray, cependant, ne montrait aucun signe de fatigue. Il se tenait debout, les épaules droites, déterminé à foncer jusqu'à ce qu'un confesseur, au moins une faille fatale dans le récit de quelqu'un, soit révélée. « Très bien », annonçait sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Nous allons continuer, avant que la nuit ne s'installe. Chacun de vous répondra clairement et sans hésitation. » Son regard tomba d'abord sur le lieutenant Hayes, toujours assis, Émilie accrochée à son côté. « Vous, monsieur. Votre nom ?»« Hayes. Lieutenant Robert Hayes, du King's Own Regiment, » répondit le jeune homme d'un ton sec. Sa mâchoire était serrée, sa voix teintée de défi. « Et votre connaissance avec Miss Fairfax ?»«
Hayes hésita un instant avant de répondre. Légère. J'ai assisté à 1 ou 2 concerts où elle s'est produite. Elle m'a adressé la parole 1 ou 2 fois. Pas plus. L'inspecteur Cray plissa les yeux. Plus maintenant? Et pourtant, vous semblez particulièrement désireux de protéger mademoiselle Price dès que son nom est mentionné en lien avec le défunt. Pourquoi? La main du soldat se serra plus fort sur l'épaule d'Émilie. Parce qu'elle est terrifiée, inspecteur. Elle n'a rien à faire à être harcelée ainsi. Laissez-la en... Dehors de ça. Les yeux d'Émilie brillaient de larmes retenues. C'est vrai, je connaissais à peine Lydia. Elle était gentille avec moi, c'est tout. Miss Marple observait en silence. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les dénégations trop hâtives contenaient souvent plus de vérité que de mensonges. L'attitude protectrice du soldat était sincère, mais sous-jacente se cachait autre chose, peut-être la peur d'être démasqué, peut-être un sentiment de culpabilité par association. Cray se tourna ensuite vers M. Arkwright. « À votre tour, monsieur, vous êtes resté silencieux assez longtemps. Pourquoi votre manteau était-il caché dans ce placard, et pourquoi mademoiselle Fairfax avait-elle un reçu de 50 livres? » Le visage de l'avocat reste impassible, même si ses doigts tapotent à nouveau sa manche. « Je vous l'ai déjà dit, inspecteur. Le manteau avait été égaré il y a des semaines. Quant à l'argent, je suppose qu'elle avait des affaires personnelles. Je ne lui ai pas versé un centime. Pourtant, votre carte était en sa possession. » Arkwright pinça les lèvres. Comme je lui ai expliqué, elle m'avait consulté professionnellement. Elle avait des arriérés de loyer sur sa chambre, et je l'avais conseillé en conséquence. C'est tout. Le colonel Redmayne renifla. « Professionnel, hein? Alors pourquoi ce secret? Pourquoi un placard verrouillé si tout était innocent? » Arkwright perdit son sang-froid un instant. « Colonel, c'est une question que vous devez poser au défunt, pas à moi. » La salle vibra de malaise à sa réponse. Miss Marple remarqua une pointe d'irritation dans son ton. Trop vif, trop défensif pour un homme n'ayant rien à cacher. L'inspecteur Cray poursuivit d'une voix grave. « Très bien, docteur Cartwright, nous revenons à vous. Votre femme gît inconsciente après une seconde attaque similaire à la première. Savait-elle quelque chose qui faisait d'elle une cible? » Le visage du docteur se tord d'angoisse. Comment le saurais-je? Elle n'était pas la confidente de mademoiselle Fairfax. Au contraire, elle la détestait. Mais si ma femme a été blessée, c'est par la même main qui a tué Lydia, celle qui se promène librement parmi nous, tandis que nous restons inactifs. « Inactifs » aboya Cray. « Nous sommes loin d'être inactifs, monsieur. Et si je trouve le moindre élément de preuve vous liant à l'une ou l'autre des attaques, vous serez au fer avant l'aube. » Le médecin se raidit, mais ne dit rien de plus. À cet instant, Madame Latham intervint d'une voix rauque. « Inspecteur, si vous me le permettez, tout le monde sait que Madame Cartwright s'est disputée avec Mademoiselle Fairfax. Des propos violents ont été tenus dans la grande rue il n'y a pas longtemps, et maintenant elle gît terrassée dans le couloir même où la chanteuse a trouvé la mort. Peut-être avoir été frappée par le coupable pour la faire taire. » La salle s'ouvrit à nouveau sous les murmures. Certains acquiescèrent, d'autres haletèrent, et d'autres encore jetèrent un regard craintif vers la chambre où Madame Cartwright gisait inconsciente. Miss Marple, cependant, voyait les choses différemment. On présumait souvent trop facilement que la seconde victime était réduite au silence à cause de ce qu'elle savait. Mais parfois, songeait-elle, une seconde attaque visait à tromper, à détourner les soupçons du coupable et à les diriger vers une autre direction, tel un escroc qui mélange les cartes pour cacher l'as. L'inspecteur Cray leva la main pour rappeler à l'ordre. Trêve de spéculation. Tant que Madame Cartwright ne se réveillera pas, nous n'aurons aucune réponse. Mais soyons clairs, celui qui l'a frappé l'a fait sous mon nez, et je veillerai à ce qu'il le paye cher. Les paroles de l'inspecteur s'abattirent sur le silence, mais un silence chargé d'effroi. Chaque invité reste figé, écoutant le faible tic-tac de l'horloge du pavillon.
Minuit approchait, et avec lui le sentiment que le temps pressait. Miss Marple reprend son tricot, les aiguilles avancent avec régularité. Elle en avait suffisamment entendu pour confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Chaque histoire contient ses propres failles, ses propres trahisons, et l'une de ces failles, si petite soit-elle, la mènera à la vérité. Mais elle savait aussi que le meurtrier ne resterait pas silencieux bien longtemps. Quand la peur devenait trop vive, des mains désespérées agissaient, souvent avec imprudence. Et dans cette imprudence, la vérité éclatera. Minuit s'installa sur le pavillon Finchley, dans un silence solennel. Les invités, fatigués et anxieux, s'étaient affalés sur des chaises ou rassemblés en groupes discrets. Les lustres au-dessus de leurs têtes projetaient une lueur pâle et inhospitalière, leur éclat maintenant dur sur les visages vidés de leur couleur. L'inspecteur rôdait tel un chien agité, refusant de laisser sa proie s'infiltrer dans des fissures invisibles. Miss Marple, tricotant toujours avec une précision silencieuse, observait l'ambiance avec un vif intérêt. La fatigue était une curieuse façon de délier les langues, ceux qui gardaient leurs secrets bien gardés pendant les premières heures de l'interrogatoire les trahissaient souvent lorsque la lassitude et la peur les pressaient trop. C'est alors que la porte de la chambre latérale s'ouvrit en grinçant. Madame Cartwright, pâle mais consciente, était soutenue par Madame Latham et une autre dame. Sa main se porta instinctivement à sa tempe où un bandage avait été appliqué, tout en serrant toujours les restes de sa pendule dorée avec une ténacité surprenante. L'inspecteur Cray s'approcha aussitôt d'elle. « Madame, vous avez été attaquée, vous devez me dire ce que vous avez vu. » Madame Cartwright s'affala lourdement sur une chaise, le souffle court. Un instant, elle sembla au bord de l'évanouissement, mais une soudaine détermination brilla dans ses yeux. Je ne vis rien, juste une ombre. Je retournai regarder cette horrible armoire. Et puis, soudain, ce fut le coup de foudre, c'est tout. Ces paroles provoquèrent un murmure de déception parmi l'assistance, mais Miss Marple se pencha légèrement. Elle n'avait pas manqué l'ombre d'hésitation qui avait précédé Madame Cartwright. On ne parle généralement pas des ombres comme ça, on parle d'une personne. Mais Madame Cartwright avait choisi ses mots avec soin, trop de soin. L'inspecteur insista. « Avez-vous reconnu quelque chose? Un mouvement? Une silhouette? »« Non, » dit sèchement Madame Cartwright. « J'ai été frappé avant même que j'aie pu crier. C'est tout ce que je sais. » Les yeux de Cray se plissèrent. Il ne la croyait visiblement pas, mais sans preuve, il ne pouvait aller plus loin. Avec un soupir de frustration, il se tourna vers les autres. C'est à ce moment-là que le gendarme entra, tenant quelque chose à la main. « Monsieur, » dit-il, tout en vérifiant à nouveau les placards, « j'ai trouvé ceci. » Il déposa un petit objet sur la table. C'était une broche en argent, délicatement ouvragée, en forme de brin de lys. Une tache de sang séché maculait le fermoir. Des hoquets emplirent la pièce. Madame Latham murmura d'une voix stridente. « C'était à Lydia Fairfax. Je l'ai vu le porter dimanche. » L'inspecteur Cray la souleva avec son mouchoir et l'examina attentivement. Il semblerait que nous ayons trouvé l'arme. Le fermoir est suffisamment tranchant. Un coup porté avec cette arme pourrait laisser la marque que nous avons vue sur sa tempe. La pièce vibra de nouveaux murmures, tous plus aigus les uns que les autres. Mais qui utiliserait une broche? Si inhabituelle, si cruelle? Elle devait bien connaître son assassin. Miss Marple, cependant, voyait les choses différemment. Un ornement utilisé comme arme n'était pas inhabituel si l'attaque avait été soudaine, improvisée. Cela témoignait du désespoir, d'un acte imprévu jusqu'au dernier moment. L'inspecteur se retourna brusquement, son regard passant d'un visage à l'autre. Qui avait l'occasion de prendre cette broche? Qui avait raison de la frapper avec? Emily Price a lâché un sanglot. Je ne l'ai jamais touché. Je l'ai vu le porter, oui, mais je ne me suis jamais approché de ses affaires. Son déni attira tous les regards, et Miss Marple remarqua la crispation du visage du soldat,
la mâchoire serrée. Il ne fut pas surpris par son éclat, il en avait peur. Alors Madame Cartwright, serrant sa pendule brisée comme un bouclier, parla d'une voix froide et tremblante. C'était Lydia elle-même qui l'exhibait. Elle se donnait en spectacle avec ses bijoux et ses airs. Elle ne pouvait qu'attiser la jalousie. Le docteur Cartwright lance un regard noir à sa femme, mais ne dit rien. M. Arkwright, toujours debout, les bras croisés, prit la parole pour la première fois depuis quelques minutes. « Ça tourne à l'hystérie, inspecteur. Une broche, une armoire, un journal intime, tout cela est suggestif, peut-être, mais rien de concluant. Nous restons là à échanger des ragots alors que la vérité nous échappe. » Cray se retourna vers lui. « Et quelle vérité préférez-vous, monsieur Arkwright? Que votre nom et vos biens soient retrouvés liés à la victime et que vous restiez innocent? Je ne le pense pas. » L'expression de l'avocat se durcit, mais il ne répondit pas. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. À ses yeux, le plus révélateur n'était pas la découverte de la broche, mais les réactions qu'elle suscitait. La protestation effrayée d'Emily, les paroles amères de Madame Cartwright, le défi glacial d'Arkwright, tout cela évoquait la culpabilité, sinon le meurtre, du moins d'autres secrets à découvrir. La broche était placée à côté de la collection grandissante de preuves de l'inspecteur, le sac à main, la lettre, le journal, le manteau. Ensemble, ils dressaient le portrait d'une femme empêtrée dans plus d'un dangereux piège. Il était tard, la compagnie était agitée et la salle était lourde de terreur. C'est alors que Miss Marple, levant les yeux de son tricot, remarqua doucement, presque pour elle-même, « On ne peut s'empêcher de remarquer combien il est curieux qu'une broche destinée à attacher des vêtements soit cachée, tachée de sang. Comme si le meurtrier souhaitait que nous la trouvions, plutôt que de la dissimuler. » Ces paroles, bien que prononcées à voix basse, résonnèrent dans la pièce comme une pierre tombée à l'eau. L'inspecteur se tourna brusquement vers elle, les yeux plissés. « Et que voulez-vous dire par là, madame ?» Miss Marple sourit faiblement. « Seulement, la nature humaine est bien étrange, inspecteur. Quand on agit par peur, on ne cache pas toujours ce qu'on devrait. Parfois, on attire l'attention, pensant que cela nous distraira. Mais, ce faisant, on nous en dit plus qu'on ne le pense. » Un silence s'installa, empreint d'une peur inexprimée. Chaque invité s'agita, mal à l'aise, se demandant si la vieille dame inoffensive dans le coin venait d'entrevoir la vérité derrière leurs mensonges soigneusement gardés. Puis l'horloge du pavillon sonna, le quart d'heure après minuit. Son carillon solennel rappelant à tous que le temps passait vite et que le masque du meurtrier ne pourrait pas tenir éternellement. Le pavillon semblait rétrécir à chaque heure qui passait, ses élégants lustres braquant désormais leurs regards sur des visages crispés par la tension. L'inspecteur Cray, broche et agenda bien rangés dans son manteau, se tenait au centre de la salle telle une sentinelle. Son regard balayait l'assemblée, dur et impitoyable, comme s'il pouvait forcer une confession par le seul poids de son regard. « On en a assez », déclara-t-il d'une voix aigre. « Un schéma se dessine, que vous le voyiez ou non. Une rencontre secrète, un échange d'argent, des jalousies qui couvent, et maintenant 2 attaques, l'une mortelle, l'autre de « aux justesses ». Le coupable est là, parmi nous, et sera bientôt démasqué. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. Madame Latham chuchota à voix haute à sa voisine qu'elle n'assisterait plus jamais à une fête si de telles choses pouvaient arriver. Le colonel Redmayne murmura que l'inspecteur devrait tout simplement arrêter le médecin et en finir. La tension flottait dans l'air comme de la fumée, rendant chaque respiration lourde. Miss Marple, ses aiguilles claquant doucement, les observait tous avec un intérêt serein. À ses yeux, l'approche de l'inspecteur Cray était comme jeter un large filet et le secouer dans l'eau. Efficace, peut-être, pour attraper des poissons, mais souvent, elle les effrayait et les réduisait au silence au lieu de les attirer.
La nature humaine exigeait une main plus douce. Elle se leva lentement, sa silhouette frêle attirant d'abord peu l'attention. Puis elle parla de sa voix calme et inoffensive. « Vous savez, » commença-t-elle, « ces situations me rappellent un incident assez curieux à St. Mary Mead. Une femme de chambre accusa un jour la femme de ménage de lui avoir volé sa broche. Toute la maisonnée fut bouleversée jusqu'à ce qu'on découvre que la femme de chambre l'avait égarée elle-même dans le pot à sucre, justement. On ne voit souvent que ce qu'on veut voir, et dans leur empressement, on passe complètement à côté de la vérité. Plusieurs têtes se tournèrent, fronçant les sourcils devant son apparente inutilité. Mais Miss Marple vit ce qu'elle souhaitait. Le sang-froid de M. Arkwright vacilla sous un bref mouvement d'irritation. Emily Price pâlit encore davantage au mot broche, et le docteur Cartwright détourna le regard, comme si la mention de broche mal placée le touchait de trop près. « Madame, » dit sèchement l'inspecteur Cray, « je ne vois pas ce que les boîtes de sucre et les femmes de chambre ont à voir avec le meurtre. »« Oh, mais ça a tout à voir, » répondit Miss Marple avec douceur. « Voyez-vous, les gens sont très doués pour cacher ce qu'ils croient compromettant, et très mauvais pour dissimuler ce qui compte vraiment. Ce n'est pas ce qui est caché, mais ce qui est laissé au grand jour, qui trahit si souvent le coupable. » Ces paroles troublèrent la salle plus que les accusations directes de l'inspecteur. Plusieurs invités échangèrent des regards nerveux, comme s'ils prenaient soudain conscience que leur moindre geste pourrait être scruté. À cet instant, Madame Cartwright, pâle mais éveillée, remua sur sa chaise. Ses doigts étaient toujours enroulés, protecteurs, autour des fragments de son horloge dorée brisée. Le regard perçant de Miss Marple capta le faible éclat du papier coincé dans le cadre fêlé. Doucement, elle s'avança. « Pardonne-moi, mon cher, mais puis-je » demanda-t-elle d'une voix douce. Sans attendre la permission, elle détacha les fragments et en sortit un morceau de papier plié, légèrement jauni, comme rangé à la hâte. L'inspecteur tendit aussitôt la main vers elle, mais Miss Marple l'ouvrit d'une main ferme, son expression ne trahissant aucune surprise. « C'est très curieux, » murmura-t-elle. Un mot. L'écriture était celle de Lydia Fairfax. Le message était bref. « Si vous ne venez pas ce soir, je leur dirai tout. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement derrière la respectabilité. » Des exclamations de surprise remplissent la salle. Le colonel Redmayne émit un sifflement sourd. Les yeux de Madame Latham brillaient, annonçant un scandale. L'inspecteur Cray s'empare du message et le parcourt rapidement. Ceci, annonça-t-il, était une évidence. Mademoiselle Fairfax menaça de dénoncer quelqu'un dont la réputation était menacée. Ce dernier la fit taire, puis s'en prit de nouveau à Madame Cartwright, qui avait dû découvrir le message caché dans son prix. La salle s'est à nouveau mise à chuchoter. Les soupçons ont tourbillonné comme une tempête. C'était le médecin, ou l'avoué à de la respectabilité, peut-être même le vicaire, que pouvait bien signifier d'autres respectabilités. Cray les fit taire d'un cri. « Assez ! Les murs de ce pavillon se referment sur le coupable. Et attention, je n'aurai de cesse que vous ne soyez nommé. » Miss Marple, cependant, retourna tranquillement à sa place. Son regard s'attarda sur le mot, non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il impliquait. Lydia Fairfax avait été astucieuse, mais peut-être pas assez. Les menaces faisaient rarement taire un coupable, elles le provoquaient. Et celui qui était poussé à la violence était souvent celui qui cherchait le plus désespérément à protéger un secret que personne d'autre ne soupçonnait encore. Elle reprit son tricot, les aiguilles bien fixées. Elle savait, aussi sûrement qu'elle connaissait le motif pour lequel elle travaillait, que le cercle du meurtrier se resserrait. Et bientôt, très bientôt, le masque final tombera. L'horloge du pavillon sonna la demie, son carillon solennel résonnant dans le silence. Et tandis que le son s'estompait,
Tous les regards se tournèrent nerveusement vers la vieille dame inoffensive et son tricot, sans que personne ne puisse dire pourquoi. L'inspecteur Cray ne perd pas de temps. Le bout de papier caché dans l'horloge dorée brisée de Madame Cartwright l'avait convaincu que la fin était proche. Il ordonna de rassembler à nouveau les invités restants dans la grande salle. Les chaises furent disposées en demi-cercle et la compagnie s'assit sous la lumière froide des lustres, tous les visages pâles de fatigue et de suspicion. On aurait dit un procès, même si aucun juge ne présidait, seul l'inspecteur Cray, arpentant la salle d'un pas lourd, la broche, le journal et le mot rassemblés comme des trophées dans sa poche. Le silence était absolu, seulement troublé par le faible tic-tac de l'horloge du pavillon. « Vous comprendrez, » commença-t-il d'une voix posée, « que l'épreuve ne nous laisse que peu de possibilités. Mademoiselle Fairfax a menacé de révéler ses secrets. Elle détenait des secrets préjudiciables et quelqu'un ici a été assez désespéré pour la réduire au silence. Cette même main a frappé Madame Cartwright lorsqu'elle s'est approchée trop près. Le temps des esquives est révolu. Ce soir, nous connaîtrons la vérité. » Madame Latham s'agitait avec impatience sur sa chaise, comme si elle attendait le dernier acte du théâtre. Le colonel Redmayne était assis, raide, les bras croisés, regardant autour de lui avec l'indignation de quelqu'un qui s'offusque d'être mis au même rang que des suspects. Emily Price s'accrochait au lieutenant Hayes, tremblante comme une feuille, tandis que M. Arkwright se tenait droit, l'expression posée mais indéchiffrable. Le docteur Cartwright se tenait à l'écart, le regard sombre, tandis que sa femme, pâle et secouée, touchait sa tête bandée et regardait n'importe où sauf vers lui. Miss Marple, tranquillement installée au bout du rang, laissait son tricot reposer sur ses genoux. Son regard parcourait doucement chaque visage. Elle savait pertinemment que, dans une telle assemblée, la nature humaine parlait plus fort que les preuves. C'était dans le tremblement d'une main, le regard vite détourné, la déglutition nerveuse lorsqu'un mot maladroit était prononcé. L'inspecteur Cray s'est d'abord tourné vers le docteur Cartwright. « Votre nom a été mentionné plus d'une fois. Vous étiez proche de la défunte, de votre propre aveu. Elle vous faisait suffisamment confiance pour vous parler en privé et elle a menacé la respectabilité de quelqu'un. La réputation d'un médecin mérite d'être préservée, n'est-ce pas ?» Le visage du docteur s'assombrit. « Si vous voulez m'accuser, dites-le. Mais je ne l'ai pas tuée. Oui, elle s'est confiée à moi, mais pas comme vous l'imaginez. Elle est venue me voir pour des conseils, pas pour de l'affection. » Sa femme laissa échapper un rire cassant qui attira tous les regards. « Un conseil? C'est comme ça que tu appelles ça ?» dit-elle amèrement. Elle était suspendue à tes lèvres et tu ne l'arrêtais jamais. Peut-être menaçait-elle de révéler non pas ta respectabilité, mais ta faiblesse. La mâchoire du docteur se serre, mais il ne dit rien de plus. Cray s'en est alors pris à M. Arkwright. « Et vous, monsieur, votre manteau et votre carte ont été retrouvés cachés parmi ces affaires. Une somme de 50 livres manque à l'appel. Un avocat respectable ne risquerait pas le scandale. Étiez-vous celui qu'elle a menacé ?» Arkwright soutint calmement son regard. La respectabilité, inspecteur, est facilement ternie par les insinuations. C'est pourquoi je refuse de me laisser entraîner dans vos jeux théâtraux. Mademoiselle Fairfax a peut-être invoqué mon nom, mais je n'ai rien fait pour sa mort. 50 livres, je ne les lui ai ni donnés ni réclamés. Quant au manteau, je vous ai dit que je l'avais perdu. Le colonel, Redmayne aboya depuis sa chaise. « Perdu, vraiment. On dirait plutôt que c'est vous qui l'avez planté là. » Le colonel Arkwright répondit froidement à votre penchant pour le sherry obscur. Le colonel devint rouge, mais s'apaisa sous le regard sévère de Cray. L'inspecteur fixe alors Emily Price. « Mademoiselle Price, vous vous êtes évanouie lorsque le journal de Mademoiselle Fairfax est apparu. On vous a vu vous disputer avec elle. Vous ne pouvez pas y échapper. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de panique. « Ce n'était pas une dispute, ce n'était rien.
Elle m'a juste dit que j'étais assez bon pour chanter les solos. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si gentille. Je n'aurais jamais cru qu'elle s'était arrêtée, serrant le bras de Hayes. Le jeune soldat se leva vivement. « Laissez-la tranquille, inspecteur. Elle n'a rien à cacher. » Mais la voix calme de Miss Marple résonna dans l'atmosphère tendue. « Au contraire, lieutenant, chacun a quelque chose à cacher. Parfois, c'est une bagatelle. Parfois, c'est tout le contraire. Et plus on insiste pour protéger autrui, plus cela devient curieux. » Son observation discrète attira tous les regards. Cray fronça les sourcils, mais ne dit rien. La pièce retomba dans un silence pesant. Les suspects s'agitèrent, se regardant les uns les autres, leurs visages marqués par la peur ou le défi. Madame Cartwright fixait les fragments brisés de son horloge comme s'ils renfermaient encore un secret. Le docteur Cartwright se tenait immobile, les poings serrés. Le sang-froid de M. Arkwright demeurait intact, mais ses doigts tapotants trahissaient une impatience grandissante. Émilie sanglotait doucement, tandis que Hayes fusillait du regard quiconque osait la regarder. Miss Marple croisa les mains sur son tricot et regarda l'inspecteur. « Si vous voulez connaître la vérité, inspecteur, il serait peut-être préférable de laisser chacun s'exprimer à sa manière. Vous constaterez que lorsque la bonne question est posée au bon moment, le coupable ne peut s'empêcher de répondre. » Cray la fixa un long moment, puis hocha brièvement la tête. « Très bien, madame. Demain, nous poserons cette question. Mais ce soir, ils ruminent leur propre culpabilité. » La compagnie se leva à contre-cœur, toujours confinée dans l'enceinte du pavillon. Pourtant, si l'inspecteur croyait que le piège était de son fait, Miss Marple savait le contraire. Le véritable piège était déjà tissé de mots, de gestes et du poids de la peur qui pesait sur chaque cœur coupable. Et tandis que l'horloge du pavillon sonnait 1 heure, les yeux de Miss Marple s'attardaient sur un seul visage dans la pièce, un visage qui, pendant un bref instant, trahissait plus que tous les autres. La nuit s'éternisait au pavillon. Les invités s'agitaient, s'agitant sur leurs chaises, ne parlant qu'à voix basse, comme s'ils craignaient que des paroles trop fortes ne déclenchent un nouvel acte de violence. L'inspecteur Cray avait insisté pour qu'ils restent réunis, prétextant que le sang-froid du meurtrier craquerait sous le poids du silence et de l'observation. Pourtant, ce n'était pas la présence sévère de Cray qui perturbait le plus l'assemblée. C'était le regard calme et discret de Miss Marple, son tricot enfin posé, les mains jointes sereinement sur ses genoux. Quand l'horloge sonna 2 heures, Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. Le son était doux, presque délicat, mais il perçait le silence et attirait tous les regards vers elle. « Inspecteur, dit-elle, vous avez insisté sur cette affaire avec une détermination admirable, mais je pense qu'il est temps que nous prenions la chose telle qu'elle est, non pas simplement comme un ensemble de preuves, mais comme une histoire de la nature humaine. Et la nature humaine, vous le savez, est bien plus révélatrice que des sacs à main, des broches ou des agendas. » Cray lui lança un regard sceptique. « Si vous avez quelque chose à dire, madame, dites-le clairement. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Je le ferai. Commençons par l'évidence. » Lydia Fairfax fut foudroyée subitement, d'un coup à la fois improvisé et désespéré. Non pas une arme préparée à l'avance, mais un bibelot, sa propre bouche arrachée sur le moment. Cela nous apprend quelque chose d'important. Ce n'était pas une embuscade froide et préméditée, c'était une explosion de colère provoquée par la peur d'être démasquée. Elle marque une pause, laissant le poids de ses mots retomber. La compagnie se pencha en avant, attirée malgré elle. Elle menaçait de révéler le secret de quelqu'un, poursuivit Miss Marple, et ce quelqu'un était tout près, assez près pour être acculé. Songez, si vous voulez, à son mot. Si vous ne venez pas ce soir, je leur dirai tout. Or, à qui d'entre nous s'adresserait-elle sur un tel ton? Ni à une jeune fille comme Émilie, dont la place dans la société ne bénéficiait d'aucune respectabilité, ni au colonel Redmayne, dont la réputation n'est plus à ruiner. Non, c'était quelqu'un dont la position reposait sur le respect, sur l'apparence de probité.
Son regard parcourut doucement les visages devant elle. Le médecin, peut-être? Pourtant, sa réputation est déjà ternie par des rumeurs de faveur accordées à mademoiselle Fairfax. L'amertume de sa femme en est la preuve. Mais remarquez que lorsque les soupçons se portèrent sur lui, elle ne le défend pas. Elle rit. Curieux, ce rire, non pas celui d'une femme certaine de sa culpabilité, mais celui d'une femme qui a subi une humiliation et qui accueille avec joie l'idée du désagrément de son mari. Le docteur Cartwright s'agita avec inquiétude, mais le regard de Miss Marple s'était déjà déplacé. Et puis il y a M. Arkwright, un notaire, un homme de lettres et de papier dont la subsistance même dépend de sa respectabilité. Son manteau dans son placard, sa carte en sa possession, une mystérieuse somme d'argent. Cela semble accablant, n'est-ce pas? Et pourtant, la manière dont il a commis le crime parle contre lui. Un notaire, habitué à la planification, à la stratégie, ne frapperait pas avec une broche dans un couloir. Il arrangerait les choses avec plus de subtilité. Non, son silence calme est coupable de dissimulation, certes, mais de quelque chose de moins violent qu'un meurtre. Les doigts de M. Arkwright se crispèrent sur sa manche, mais son visage reste un masque. Miss Marple serra les mains plus fort. Et ainsi, nous revenons au détail le plus négligé. Le journal de Miss Fairfax, découvert non pas caché dans ses appartements, mais parmi les rafraîchissements, tachés de xérès. Étrange, les journaux intimes sont gardés précieusement, sous haute surveillance, mais elle l'emportait avec elle ce soir-là. Pourquoi? Parce qu'elle voulait le montrer à quelqu'un, pour prouver qu'elle détenait des informations suffisamment dangereuses pour le ruiner. Et lorsqu'Emily Price le découvrit par hasard, elle faillit s'évanouir. Non pas de culpabilité, mais de peur de ce qu'il contenait. Emily poussa un faible cri, enfouissant son visage dans l'épaule de Hayes. La voix de Miss Marple s'adoucit. « Oui, ma chère, vous aviez peur. Non pas parce que vous avez tué, ici non, mais parce que vous saviez que la réputation de votre oncle et celle du vicaire pourraient être mêlées au scandale. Mademoiselle Fairfax était habile, car elle savait blesser non seulement les individus, mais aussi les familles. Vous craignez la disgrâce, et vous avez donc tenté de cacher le journal. Mais la peur n'est pas la culpabilité. » La jeune fille sanglota, et Hayes lança un regard noir à l'assemblée, mais les yeux de Miss Marple s'étaient déjà tournés vers une autre. Non, la vérité réside dans la personne qui a montré le plus grand malaise depuis le début de Madame Cartwright. Une onde de choc parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers la femme pâle, les doigts toujours crispés sur les fragments de son horloge brisée. Miss Marple parlait doucement, presque avec pitié. « Vous avez ri lorsque les soupçons se sont portés sur votre mari. Vous vous êtes accroché à cette horloge comme si elle était la vie elle-même. Et pourquoi? Parce que vous saviez déjà que le message était à l'intérieur. Vous l'avez placé là, vous, même, n'est-ce pas, espérant détourner les soupçons de vous et les porter sur les autres. Mais la nature humaine vous a trahi. Lorsque vous avez été frappé plus tard, ce n'était pas la main d'un assassin, c'était votre propre stratagème qui a mal tourné. Dans cette bagarre, pour vous faire passer pour une victime, vous vous êtes blessé vous-même. Pas gravement, mais suffisamment pour convaincre. » Les lèvres de Madame Cartwright s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. « Vous étiez jalouse, bien sûr, amère au-delà de toute considération que votre mari portait à Lydia Fairfax. Et lorsque Lydia menaça de le dénoncer, ou peut-être de vous dénoncer, elle craqua. La broche était dans votre main, le coup fut porté, et la chanteuse tomba. Un crime né non pas de la ruse, mais de la rage et de l'humiliation. Vous pensiez cacher les preuves, mais dans votre empressement, vous en avez laissé trop à la vue. Et c'est toujours comme ça, ma chère, en pareilles circonstances. Le couloir était silencieux, haletant, dans l'attente. Le visage de Madame Cartwright était devenu blanc comme du papier. Ses mains tremblaient, les fragments de l'horloge dorée lui échappant des mains,
et s'écrasant contre le sol. Puis, avec un cri étranglé, elle s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. « C'est vrai !» murmura-t-elle d'une voix rauque. Je n'en pouvais plus. Elle s'est moquée de moi, et il l'a laissé faire. Je voulais seulement l'effrayer, la faire taire. Mais elle s'est moquée de moi. Elle a ri. L'inspecteur Cray s'avança à grands pas, le visage sombre. C'était un aveu suffisant. Mais Miss Marple se contenta de soupirer doucement et détourna le regard empli de pitié et de tristesse. Elle avait trop souvent vu la faiblesse humaine, crue et sans défense, détruire des vies dans un instant de passion. Le filet s'était resserré et la vérité avait enfin éclaté. La confession planait dans le pavillon comme la fumée après un incendie, lourde et amère. Les paroles de Madame Cartwright s'étaient déversées comme un torrent, entrecoupé de sanglots et de halètements, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus lever la tête. Ses mains tremblaient sur ses genoux, ne s'accrochant plus à l'horloge dorée qui avait été son talisman de défi. Les fragments gisaient éparpillés sur le sol, tels les morceaux de sa fierté soigneusement gardés. L'inspecteur Cray fit un signe de tête brusque à son agent qui s'avança à contre-cœur. Malgré sa ferme détermination, il n'y avait aucune trace de triomphe dans son attitude. Il ne voyait que la vérité confuse de la fragilité humaine, celle qui apporte rarement satisfaction. « Vous comprenez, madame, dit-il d'un ton lourd, qu'il faut venir avec nous. » Madame Cartwright se leva en tremblant, son corps oscillant comme si le poids de la nuit lui pesait sur les épaules. Elle ne protesta pas. Au lieu de cela, elle jeta un regard vers son mari, dont le visage était marqué par l'angoisse et la colère. Aucun mot n'échangea entre eux, seulement un silence plus profond que n'importe quelle querelle. L'agent l'emmena. L'écho de ses pas résonna dans le couloir jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pendant un long moment, le silence régnait dans la salle. Les villageois, autrefois si avides de ragots et de spéculations, étaient maintenant assis, silencieux. La réalité d'un meurtre parmi les leurs les avait dégrisés. Le colonel Redmayne marmonna quelque chose, mais se tut rapidement. Madame Latham, d'ordinaire prompte à partager, pressa son mouchoir contre ses lèvres, comme si elle-même avait trouvé le scandale trop amer pour le savourer. Finalement, l'inspecteur Cray expira et se tourna vers la compagnie. « Vous êtes libre de partir, dit-il. L'enquête se poursuit, mais le danger est passé. » Sa voix n'exprimait aucune chaleur, seulement une autorité lasse. Lentement, les invités commencèrent à rassembler leurs affaires. Les chaises raclèrent le sol ciré, et le pavillon, autrefois lumineux, se vida de sa festivité, ne laissant derrière lui que des ombres et des murmures. Emily Price s'accrocha au lieutenant Hayes tandis qu'il s'éloignait en silence. M. Arkwright ajusta ses menottes avec un calme exercé avant de partir, sa réputation entachée mais intacte. Le vicaire, pâle et secoué, prononça une prière à voix basse en guidant sa nièce vers la porte. Miss Marple resta assise un moment encore, son tricot soigneusement plié sur ses genoux. Elle ne se précipita pas. Elle savait que les fins, comme les commencements, en disaient plus que des mots précipités. Elle observa le docteur Cartwright, figé sur place, les yeux fixés sur la porte où sa femme était partie. Il n'y avait aucun soulagement en lui, seulement le regard vide d'un homme qui avait perdu quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Lorsque la salle fut presque vide, l'inspecteur Cray s'approcha de Miss Marple. Il la regarda avec un mélange d'irritation et de respect réticent. « Vous l'avez vu bien avant moi, » admit-il. « J'avais les yeux rivés sur le médecin et l'avocat, mais vous... » Il secoua la tête. « Comment l'avez-vous su ?» Miss Marple sourit doucement, comme si la question ne valait pas la peine d'être posée. « C'est très simple, inspecteur. Les gens se révèlent dans les plus petites choses. » Madame Cartwright riait là où d'autres auraient pleuré. Elle s'accrochait à cette horloge comme si c'était son salut, et pourtant elle la trahissait. Et surtout, elle parlait d'avoir été frappée par une ombre.
Les ombres ne frappent pas, inspecteur. Seuls les gens le font. Ce sont les petites choses qui m'ont appris quelque chose. » Cray émit un petit rire triste. « Des petites choses, hein? Je m'en souviendrai. » Miss Marple incline la tête. « Ce sont toujours des petites choses. La nature humaine ne peut se dissimuler longtemps. L'orgueil, la jalousie, le ressentiment, ce sont des motivations très anciennes, inspecteur. On les voit assez souvent dans les villages, mais généralement dans les querelles à propos de jardins ou de comités paroissiaux. Ici, hélas, elles se sont terminées en tragédie. » Elle se leva et lissa sa jupe. « Et maintenant, je crois que je vais retourner à St. Mary Mead. Il y a quelque chose de très apaisant dans son propre foyer après une telle excitation. » L'inspecteur la regarda partir, secouant la tête comme s'il était encore perplexe quant à la façon dont une vieille dame si douce pouvait percer le brouillard des mensonges avec une telle clarté. Dehors, l'air nocturne était frais, chargé d'un léger parfum de feuilles d'automne. Le pavillon, autrefois illuminé par la musique et la gaieté, était silencieux, ses fenêtres obscurcies. Les villageois s'éloignaient à travers la verdure, la voix basse, comme s'ils ne voulaient pas troubler la paix si violemment rompue. Miss Marple marchait lentement, le pas mesuré, son esprit repensant aux événements de la nuit. Elle pensait à Lydia Fairfax, si pleine de charme et d'ambition, anéantie par un moment de jalousie. Elle pensait à Madame Cartwright, anéantie par l'orgueil et l'humiliation. Et elle pensait au docteur Cartwright, abandonné dans la ruine de son mariage, muet, sous le poids de la trahison. Oui, c'était triste, mais telle était la nature humaine. On se trompait autant qu'on trompait les autres, s'imaginant pouvoir cacher sa jalousie ou déguiser son désespoir. Pourtant, comme les mauvaises herbes dans un jardin, ces sentiments surgissent toujours. À l'orée de la place du village, Miss Marple s'arrêta et regarda une fois de plus le pavillon. Son élégante façade ne trahissait en rien l'obscurité qui y régnait. Bientôt, les villageois reprendront leur commérage, le scandale s'enchaîne autour de ses épaules, et Miss Marple marchait lentement, le pas mesuré, son esprit repensant aux événements de la nuit. Elle pensait à Lydia Fairfax, si pleine de charme et d'ambition, anéantie par un moment de jalousie. Elle pensait à Madame Cartwright, anéantie par l'orgueil et l'humiliation. Et elle pensait au docteur Cartwright, abandonné dans la ruine de son mariage, muet sous le poids de la trahison. Oui, c'était triste, mais telle était la nature humaine. On se trompait autant qu'on trompait les autres, s'imaginant pouvoir cacher sa jalousie ou déguiser son désespoir. Pourtant, comme les mauvaises herbes dans un jardin, ces sentiments surgissent toujours. À l'orée de la place du village, Miss Marple s'arrêta et regarda une fois de plus le pavillon. Son élégante façade ne trahissait en rien l'obscurité qui y régnait. Bientôt, les villageois reprendront leur commérage, le scandale s'enchaîne autour de ses épaules et continue son chemin, le regard brillant et pensif. Demain apportera de nouveaux jours, de nouvelles conversations, de nouvelles énigmes de la folie humaine. Et elle, comme toujours, serait prête à observer, à écouter et à comprendre. Son chemin, le regard brillant et pensif. Demain apportera de nouveaux jours, de nouvelles conversations, de nouvelles énigmes de la folie humaine. Et elle, comme toujours, serait prête à observer, à écouter et à comprendre.